Donc, on va commencer par un quiz, hein, comme l'an dernier. Donc, je vous rappelle de ne pas oublier d'apporter vos boîtiers de vote en amphi. Et donc, pour commencer, une petite question par rapport à ce que vous avez vu l'an dernier. Hein, donc, je vous laisse encore une dizaine de secondes. Donc, on considère un quête psi définissant un état physique. Est-ce que l'équation H psi égale psi est toujours vraie, ou seulement dans certains cas, hein. Donc la réponse, hein, bravo, effectivement, c'est que cette équation n'est pas toujours vraie. Alors c'est un peu une question piège, hein. C'est d'ailleurs une question assez typique, hein, pour évaluer la compréhension de la mécanique quantique. Alors c'est une équation, c'est un piège parce que c'est une équation que vous avez résolue de multiples fois, hein, l'an dernier, parce que c'est effectivement très utile de résoudre cette équation. On va rappeler tout à l'heure pour quelle raison. Mais ce n'est pas du tout nécessaire, hein. Cette équation, elle est vérifiée par les états propres de l'hamiltonien, hein. C'est l'équation aux valeurs propres qui est valable pour tout état propre psi de l'hamiltonien, mais pas pour tout état physique. Un état physique peut parfaitement être une superposition linéaire d'états propres. Dans ce cas-là, ce n'est pas un état stationnaire. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Mais c'est quand même très bien, hein, puisque c'est une question, il y a eu des statistiques qui ont été faites dans les universités internationales. En général, quand on pose cette question, on a 3 tiers de réponses, un tiers des élèves qui pensent que c'est toujours vrai, un tiers des élèves qui pensent que c'est vrai quand l'hamiltonien est indépendant du temps, et un tiers des élèves qui trouvent que ce n'est pas toujours vrai. Donc vous avez plutôt bien répondu. Bien, donc bienvenue à toutes et à tous à ce cours de physique quantique avancée, donc cours de physique quantique de 2e année. Je voudrais rapidement présenter l'équipe enseignante, hein. Donc vous avez les photos de vos professeurs de petite classe ici. Jacqueline Bloch et Pascal Senlar, qui sont toutes deux chercheuses au Centre de nanostructure et nanosciences, hein, tout près d'ici. Donc c'est un laboratoire du CNRS et de l'Université Paris-Saclay qui travaille sur le développement de nanocomposants et la physique de ces nanocomposants. Donc c'est vraiment des applications de la physique quantique. Ensuite, Landry Breteau, Jean-Damien Pillet et Jean-Éric Wegroff, qui sont chercheurs au laboratoire des solides et radiés, ici à l'École Polytechnique. Frédéric Chevy, qui est enseignant-chercheur au laboratoire Kastler-Brossel. Et enfin, Jérôme Faure, qui partage en fait un groupe de petite classe avec Jean-Éric Wegroff. Jérôme Faure est chercheur au laboratoire d'optique appliquée, qui est un laboratoire commun à l'École Polytechnique et à l'ENSTAR. Donc, comme l'an dernier, tous vos professeurs de petite classe sont aussi des chercheurs et des chercheuses. Donc, n'hésitez pas à discuter avec eux d'autres questions, hein, pas forcément donc, en rapport avec la mécanique quantique. Si vous posez des questions sur ce que vous voulez faire après, ils sont là pour répondre à vos questions et éventuellement vous renvoyer vers des collègues d'autres domaines de la physique correspondant aux questions spécifiques que vous vous posez. Et puis je vous rappelle, hein, qu'il ne faut pas hésiter à pousser la porte des laboratoires de recherche. Vous avez le centre de recherche ici tout près, hein, n'hésitez pas à contacter des chercheurs, hein, dans tous les domaines de la physique qui vous intéressent pour aller visiter leur laboratoire. Bien, donc les ressources pédagogiques, hein, ce sera en gros la même chose que l'an dernier. Alors cette année, toutes les informations seront centralisées sur la page Moodle du cours, hein, donc vous avez l'adresse ici. Je mettrai les diapos présentés en amphi. Donc il y aura 2 versions, la version que vous avez sur les imprimés devant vous, et puis aussi une version avec les corrections des quiz. Il y a une foire aux questions. Alors ça n'a pas été un franc succès l'an dernier, mais sur Moodle, vous pouvez poser des questions. Donc je vous incite à, si vous posez des questions, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à poser vos questions sur les amphis, les QCM, enfin tout sujet lié au cours, pour que vos enseignants, hein, soit vos profs de petite classe, soit moi, répondent à ces questions. Si vous posez des questions, il y a des points qui n'ont pas été clairs sur l'amphi, hein. Probablement vous n'êtes pas les seuls, le seul élève à ne pas avoir compris, donc n'hésitez pas, si on pouvait entamer ce dialogue, je pense que ce serait intéressant. Il y a un lien vers les vidéos des amphis, et puis bien sûr le questionnaire en ligne, hein, il faut y répondre comme l'an dernier chaque semaine. Donc là, c'est la date limite, c'est le lundi à 14 h, donc juste avant le cours. Je vous rappelle que la participation au QCM, pas les réponses, mais la participation, contribue à la note de petite classe, qui est une note bonus, comme l'an dernier, hein, qui s'ajoute à la note de contrôle écrit. Et donc cette note bonus, c'est la note le QCM, le devoir à la maison et évidemment la participation en petite classe. Donc on va utiliser, comme l'an dernier, les boîtiers de vote électroniques. Donc ne les oubliez pas en amphi. Il y a un poly
qui cette année, comme le cours est assez différent du livre de Jean-Louis Badevant et Jean Dalibard, hein, même si disons les domaines abordés sont à peu près les mêmes que tout ce que vous n'avez pas encore vu dans ce livre, mais pour que ça suive plus directement le cours, hein, il y a un poly spécifique, donc j'ai mis en cours d'impression, mais l'imprimerie a fait vite, donc maintenant il est disponible, et donc il va suivre assez directement les cours. Alors, néanmoins, ce poly est complémentaire des amphis, donc évidemment, ce qu'on vous recommande, c'est de venir en amphi et de lire le poly, ça vous donne 2 points de vue un petit peu complémentaires. Et puis un recueil de contrôle que lui, on ne va pas imprimer, qui est seulement disponible sur Moodle. Donc on ne l'imprime pas pour faire des économies de papier, hein, parce que ce document n'est pas autorisé au contrôle, donc c'est plutôt pour que vous puissiez vous exercer. Et donc vous pouvez le voir sur un écran à partir de Moodle. Donc ce recueil de contrôle, évidemment, il y a beaucoup de contrôles que vous ne pourrez faire que plus tard, mais il y en a quand même quelques-uns que vous pourrez commencer à faire d'ici 2-3 semaines. Donc si vous voulez vous exercer, hein, vous savez, beaucoup d'exercices dans ces contrôles des années passées. Et il y a dans la première page de ce recueil, il y a les domaines abordés par les exercices. Donc si vous voulez voir les contrôles qui correspondent au chapitre 2, ben, vous avez un exercice qui va correspondre à ça. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, pas tout de suite, mais disons d'ici quelques semaines. Bien, donc avant de commencer l'amphi d'aujourd'hui, alors l'amphi d'aujourd'hui ce sera des révisions en fait, hein, on va revenir sur les principes fondamentaux de la physique quantique. Hein. Donc avant de rentrer dans le détail de cet amphi, je voudrais vous faire un tour d'horizon de ce qu'on va voir ensemble cette année. Donc je vais aller un peu vite, bien entendu, hein, l'idée n'est pas de tout comprendre, on aura 10 séances pour ça, mais que vous ayez une idée hein, des sujets qu'on va aborder. Donc vous avez les 10 chapitres qui sont affichés ici, donc je vais essayer de les passer en revue. Donc on commence ensuite par celui de la semaine prochaine, qui va porter sur les symétries, l'intérêt de tirer parti des symétries d'un problème en physique quantique. Donc bon, ça, c'est pas complètement nouveau pour vous, hein. Vous savez qu'en physique classique, en mécanique, c'est toujours utile de tirer parti des symétries du problème. Par exemple, le problème de Kepler, hein, une planète qui tourne autour du Soleil, c'est un problème qui est invariant par rotation. Et cette invariance par rotation, le potentiel d'interaction entre les deux corps est invariant par rotation. Donc cette invariance par rotation permet d'en tirer des conséquences très fortes, en particulier la conservation d'une grandeur physique, qui est le moment cinétique. Et de cette conservation du moment cinétique, on déduit que les trajectoires sont planes. C'est comme ça qu'on sait que les orbites des planètes sont planes, avec seulement 2 corps, hein, la planète et le Soleil. De la même manière, en physique quantique, quand on va s'intéresser à un atome, cette invariance par rotation va être très utile pour en tirer des conséquences. Là encore, ce sera la conservation du moment cinétique, qui sera, par contre, ici, évidemment, inobservable. Donc l'exploitation des symétries, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça va nous permettre de traiter plus simplement des problèmes complexes. Par exemple, cette année, on va s'intéresser aux atomes, des problèmes à 3 dimensions, alors que l'an dernier, on a vu plutôt des problèmes à 1 dimension. Eh bien, pour pouvoir faire ça sans que ce soit trop douloureux, il faudra évidemment exploiter l'invariance du problème, cette invariance par rotation, qui, comme vous le verrez, nous permet en fait de nous ramener à un problème à 1 dimension. Donc, on verra cet aspect des symétries de manière plus générale. En particulier, donc là, ce que je vous ai montré, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est ce qu'on appelle la structure de bande du silicium, hein, qui est un matériau semi-conducteur. Donc, ce sont tous les niveaux d'énergie du semi-conducteur en fonction d'un paramètre qui est le vecteur d'onde. Hein. L'axe des abscisses ici est un peu compliqué parce que c'est une structure en 3 dimensions. Mais néanmoins, il y a des propriétés générales qu'on voit sur ce diagramme, hein, qui proviennent de l'invariance du système. Alors l'invariance d'un cristal de silicium, c'est une invariance par translation, hein, puisqu'un cristal, c'est la répétition périodique d'un motif, ce qu'on appelle la maille élémentaire. Et donc vous avez cette invariance très forte, qui est que si vous prenez votre cristal et que vous le déplacez, vous le translatez d'une certaine quantité, eh bien vous n'avez rien changé au problème. Et donc cette invariance vous permet d'en tirer des conséquences, qui est que la structure des niveaux d'énergie va toujours ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il y aura pour une valeur du vecteur d'onde donné, différents niveaux d'énergie, et puis une variation continue avec ce vecteur d'onde, avec des régions où il n'y aura pas de niveau d'énergie possible, ce qu'on appelle des bandes d'énergie interdites. Et donc tous ces résultats généraux qui s'appliqueront pour tous les cristaux, c'est une conséquence de cette invariance par translation. Et c'est le deuxième intérêt d'exploiter les invariances, hein, c'est que non seulement ce sera beaucoup plus simple à traiter, mais aussi qu'on pourra en tirer une compréhension générale du problème, hein, qu'on va déduire de cette invariance ici, donc par translation. Donc on verra ça de manière générale et puis on l'appliquera au cas donc, des cristaux.
Ensuite, troisième chapitre qui va porter sur les méthodes d'approximation. Alors pourquoi faire des approximations en physique quantique? Tout simplement, c'est parce qu'il y a très très peu de problèmes qu'on va savoir résoudre de manière exacte. Et donc, le plus souvent, on aura besoin, si on veut dire quelque chose sur un problème physique, on aura besoin de le résoudre de manière approximative. Alors vous pourriez penser peut-être qu'il suffit d'utiliser un ordinateur et qu'avec du calcul numérique, on peut résoudre le problème, mais ce n'est pas vrai. Alors pour vous en convaincre, je voudrais juste vous donner un exemple très simple. Si je prends un atome de silicium, donc un atome de silicium, c'est donc le noyau et puis 14 électrons. Donc vous avez un espace de Hilbert qui est vraiment considérable. Imaginez qu'on suppose que le noyau est fixe. Vous avez vos 14 électrons qui peuvent se déplacer, qui vont interagir entre eux. Donc notre espace de Hilbert, c'est L2 de R3 fois 14. Donc c'est un espace de Hilbert très très grand. Si on essaye de traiter cet espace de Hilbert de manière un peu simplifiée, alors je vous en reparlerai plus tard, mais vous allez voir que rien que pour stocker l'hamiltonien, la matrice carrée correspondant à cet hamiltonien, si on voulait stocker ça numériquement dans un ordinateur, sans aucune approximation, disons la méthode brute, enfin avec quand même quelques approximations pour avoir des nombres discrets, on trouve qu'on aurait besoin d'une quantité de données qui est 10 puissance 80 nombres complexes. Et ça, c'est tellement énorme qu'il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers pour coder cet hamiltonien, quoi. Donc c'est vraiment impossible de traiter ce problème de manière frontale. Le calcul numérique ne va pas nous aider s'il n'est pas associé à de la physique, des approximations qui permettront de traiter ce problème de manière simple pour voir parmi tous ces nombres lesquels sont plus importants que les autres pour qu'on puisse vraiment résoudre le problème. Alors évidemment, on aura besoin très souvent du calcul numérique, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus avoir recours à des méthodes d'approximation et on verra les plus fréquentes. Un exemple d'utilisation de ces méthodes d'approximation, c'est en chimie quantique, donc c'est un problème très compliqué. Là, c'est la molécule de benzène. Donc c'est encore plus compliqué que le silicium, vous avez beaucoup plus d'électrons en interaction. Et bien malgré tout, malgré la complexité du problème, on est capable de simplifier le problème et de montrer qu'il y a des fonctions d'onde qui sont ici des orbitales moléculaires qui permettent de comprendre un certain nombre de propriétés du benzène. C'est ce qu'on appelle le domaine de la chimie quantique. Et avec ces calculs, avec des orbitales moléculaires, on est capable de déterminer assez précisément la structure électronique de ces molécules simples et d'en déduire la structure tridimensionnelle d'une molécule. Donc si vous avez une molécule avec un petit nombre d'atomes, en chimie quantique, on est capable, grâce à ces approximations, de calculer sa structure tridimensionnelle, ce qui va être très utile. Par exemple, si on veut faire un médicament, certains d'entre vous avaient un cours de biologie juste avant, si on doit faire un médicament, la structure tridimensionnelle de la molécule, qui doit venir s'emboîter dans une protéine, est essentielle. Et donc avant de tout essayer, le calcul va nous permettre de savoir quelles molécules pourront avoir la bonne forme tridimensionnelle. Ça, on peut le faire grâce à la chimie quantique. C'est un problème qui, traité de manière brutale, serait atrocement compliqué, mais grâce à des approximations, on peut quand même dire des choses qui sont assez précises avec des calculs qui sont relativement simples à traiter numériquement. En fait, dès la semaine prochaine, en petite classe, vous allez voir cette molécule de benzène. Bien, quatrième partie, donc c'est l'invariance par rotation, cette fois-ci, dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait qu'un système invariant par rotation, son moment cinétique se conserve. Donc on va s'intéresser à cette grandeur physique, le moment cinétique. On va déterminer les états propres du moment cinétique, qu'on appelle les harmoniques sphériques. Donc ce sont des fonctions qui dépendent de deux angles sphériques, θ et φ. Donc on représente sur une sphère. Donc là, je vous représente quelques-unes de ces harmoniques sphériques. Et les couleurs correspondent à la phase. Je reviendrai sur ce code couleur plus tard. Et vous voyez que donc vous avez un ensemble de fonctions. Ces harmoniques sphériques, c'est un petit peu l'analogue sur une sphère des séries de Fourier pour une fonction périodique. Donc une sphère, c'est pas exactement périodique, mais enfin ça y ressemble quand même. Vous avez une périodicité le long de l'équateur et puis cette surface finie. Eh bien, toute fonction qui dépend de ces angles sphériques θ et φ pourra s'écrire comme une combinaison linéaire de ces harmoniques sphériques. Ce sera très utile en physique quantique, mais ce sera aussi utile dans plein d'autres domaines, par exemple en géophysique, si on veut s'intéresser au champ de pesanteur, aux déviations du champ de pesanteur à la surface de la Terre, on va utiliser les harmoniques sphériques. Donc c'est un outil qui est très utile en physique. Bien, et donc avec tout ça, on sera capable d'aborder le problème de l'atome d'hydrogène, donc un problème d'interaction, une interaction coulombienne entre un proton et un électron, et un exemple de fonction d'onde qu'on pourra calculer. Alors, je pense que vous connaissez les fonctions 1s, 2p, etc. Celle-ci est un peu plus compliquée.
Et donc vous verrez comment, assez simplement, en fait, on peut ramener ce problème tridimensionnel à un problème à une dimension grâce à l'invariance par rotation et à la théorie du moment cinétique. Un exemple d'état non stationnaire, hein, ça c'est une superposition des états 1s et 2p, donc de l'hydrogène, qui correspond en fait à une rotation d'un électron autour du proton. Mais on verra des fonctions plus compliquées, donc qui sont des états non stationnaires, superposition d'états propres. Ensuite, on va s'intéresser à l'effet d'un champ magnétique. Alors on a déjà manipulé le champ magnétique l'an dernier, hein, en s'intéressant à l'interaction d'un spin enemy avec un champ magnétique, hein, donc le terme en moins mu scalaire B, où mu est le moment magnétique associé à un spin enemy. Donc ça, c'est évidemment très, très important. Là, en fait, je parle de l'interaction d'une particule chargée avec un champ magnétique. Donc on ne s'intéresse pas au moment magnétique porté par la particule, mais à son mouvement, donc au degré de liberté externe en fait, de la particule, et à voir comment ce champ magnétique influe le mouvement de la particule. C'est en fait quelque chose que vous ne savez pas encore faire, puisque ce que vous connaissez, hein, c'est l'hamiltonien H qui est égal à P2 sur 2m plus V2R, où V est l'énergie potentielle dont dérivent les forces en présence, mais la partie magnétique de la force de Lorentz, hein, vous l'avez ici, c'est QV vectoriel B. Cette force, elle ne travaille pas. Sa puissance, F scalaire V, est toujours nulle, puisque la force est toujours perpendiculaire à la vitesse. Donc on ne peut pas dire que cette force est moins le gradient d'une énergie potentielle, donc ça, on ne sait pas encore faire. Et on va essayer de construire, pas de manière complètement rigoureuse, mais on va essayer de construire, de deviner, disons, l'hamiltonien associé à ce problème. Alors ceux qui font le cours principe variationnel et relativité restreinte, on verra une démonstration plus solide, hein, qui utilise le Lagrangien. Nous, on se contentera de le deviner en utilisant une expérience qui est assez étonnante. C'est ce qu'on appelle l'effet Aharonov-Bohm. Donc je vous présente rapidement cette expérience. C'est une expérience d'interférométrie. Vous avez ici un faisceau d'électrons, et puis on se débrouille pour séparer ce faisceau d'électrons en deux chemins qui se recombinent et qui donc vont vous donner des franges d'interférence. Hein, c'est comme l'expérience des franges Young, quand vous avez deux chemins possibles, et que la phase relative entre les deux chemins dépend d'une coordonnée transverse, ici la coordonnée x sur l'écran, eh bien vous allez avoir des franges d'interférence, avec entre deux franges un déphasage de 2π entre les deux chemins. L'idée de l'expérience d'Aharonov-Bohm, c'est de mettre au milieu, entre ces deux chemins, un solénoïde. Et comme vous le savez, un solénoïde, ça va nous permettre d'appliquer un champ magnétique qui va être uniforme à l'intérieur du solénoïde, mais le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est nul. Donc la force de Lorentz, la QV vectorielle B, elle est rigoureusement nulle, puisque vos particules ne voyagent pas à l'intérieur du solénoïde. Donc vos électrons ne voient pas le champ magnétique, ils ne voient que des régions de l'espace où le champ magnétique est nul, et pourtant, quand on applique le champ magnétique, on observe un décalage de l'interférogramme. Donc il y a un effet de ce champ magnétique à l'intérieur du solénoïde sur l'interférogramme, résultant d'interférence entre deux particules qui ne sont pas passées dans cette région où il y avait un champ magnétique. Donc ça, c'est quand même très très étonnant. Ça montre qu'en fait, la bonne quantité, ce n'est pas le champ magnétique, c'est une quantité dont dérive le champ magnétique, qu'on appelle le potentiel vecteur et dont va dériver le champ magnétique. Donc ça va nous permettre de construire, en essayant de le deviner, l'hamiltonien associé à ce problème, hein, qui a ensuite, ça a beaucoup d'applications, évidemment. Une particule dans un champ magnétique, ça permet de faire des pièges avec des ions, ça permet de faire toutes sortes de choses qui seront intéressantes par ailleurs. Bien, ensuite, la 7e séance va porter sur l'addition des moments cinétiques, et plus particulièrement sur l'addition de deux spin ennemis. Ça va nous permettre de voir en fait plus en détail le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, vous savez que c'est le niveau 1s, hein, le niveau fondamental, de plus basse énergie. Mais en fait, si on y regarde de plus près, ce niveau fondamental, il est dégénéré 4 fois, a priori, puisque vous avez l'électron qui a un spin ennemi, donc 2 états possibles, plus et moins, et puis le proton, qui a aussi un spin ennemi, donc 2 états possibles, plus et moins. Donc ça vous fait, dans l'espace produit tensoriel, 4 états possibles, donc 4 niveaux. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'en raison de l'interaction magnétique entre le moment magnétique du proton et le moment magnétique de l'électron, eh bien, on va cliver ce niveau d'énergie. Alors pas beaucoup, hein, juste une quantité qui est tellement petite là qu'on ne l'exprime pas en électronvolts, mais en gigahertz. Hein, c'est
des ordres de grandeur plus petits que les énergies électroniques dans l'hydrogène, mais on a un clivage de 1,4 GHz entre le vrai niveau fondamental, celui qui est en bas, donc qu'on appelle le niveau singulet, et puis un niveau très très légèrement excité, mais qui est vraiment juste au-dessus, qui est le niveau triplet. Et ça, c'est en fait très utile dans, par exemple, des dispositifs qu'on appelle les masers à hydrogène. Donc Philippe Granger vous a parlé l'an dernier du maser à ammoniac. Vous vous rappelez que c'était un mouvement qui correspondait à l'inversion de la molécule d'ammoniac. Mais en fait, on peut faire des masers avec d'autres transitions, et en particulier avec cette transition qu'on appelle la transition hyper fine dans l'hydrogène. Et en fait, cette transition, elle est très utilisée dans les horloges atomiques. Donc je vous ai montré ici quelques horloges fabriquées donc, par un groupe industriel qui s'appelle Orolia. C'est le groupe qui a été sélectionné pour équiper les satellites du système Galileo, le système de géolocalisation européen. Et la précision de ce système de navigation est directement liée à la précision des horloges. Donc là, vous avez des horloges extrêmement sophistiquées qui interviennent dans ce dispositif. Mais on peut faire aussi des horloges pas très chères. Pour 1 000 €, vous avez une horloge très précise quand même, qui est utilisée dans des réseaux de télécommunications. Quand on a besoin d'une très très bonne synchronisation entre différents flux d'informations, eh bien, on utilise des horloges atomiques qui exploitent ce type de transition hyper fine pour pouvoir synchroniser les paquets de données. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les particules indiscernables. Si vous considérez 2 électrons, ils vont être évidemment identiques. Donc ça a l'air de rien. En mécanique classique, ce n'est pas très grave que 2 particules soient identiques parce qu'on a des trajectoires et on peut les suivre. En physique quantique, vous allez voir que c'est une catastrophe. Si on a 2 particules identiques, comme on n'a pas le droit de les regarder en permanence, si vous avez 2 particules identiques qui arrivent, après, vous n'avez pas le droit de regarder, parce que si on regarde, on mesure, et si on mesure, on perturbe. Et en sortie, vous avez 2 électrons qui sortent, mais vous ne savez pas lequel est lequel. Et donc ça va vraiment bouleverser la façon dont on doit traiter des particules indiscernables. Et donc on va devoir introduire un nouveau postulat d'où va sortir le principe d'exclusion de Pauli, qui permet de comprendre comment on doit remplir les niveaux d'énergie dans les atomes. Donc ça permet de comprendre la classification périodique des éléments. Ça permet de comprendre aussi comment on doit remplir les bandes d'énergie dans les semi-conducteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tout ça, ça dépend de ce nouveau postulat qui va nous donner le principe d'exclusion de Pauli. Ensuite, dans l'avant-dernière séance, on va s'intéresser aux états non stationnaires, donc des superpositions d'états propres de l'hamiltonien pour des différentes valeurs propres. Donc ça va nous permettre de voir les choses d'un point de vue un petit peu différent. Par exemple, si je regarde dans cette animation, si je regarde ce niveau d'énergie, alors qu'il n'y a pas un vrai niveau d'énergie qui correspondrait à ce puits ici, ce puits avec une barrière, donc un puits semi-infini, s'il était tout seul isolé, donc j'aurais ce niveau d'énergie et puis cette fonction d'onde ici qui sort un petit peu par effet tunnel dans la barrière. Imaginez qu'on approche à côté de ce puits étroit un puits plus large. Eh bien, par effet tunnel, la particule, un électron par exemple qui est ici, pourra sentir qu'il y a quelque chose derrière, et vous allez avoir donc l'effet tunnel qui va faire que votre particule sort. Et ça, on peut le voir dans le domaine temporel. Et donc, c'est ce que montre cette simulation. Si on laisse évoluer ce système, eh bien, l'électron va sortir par effet tunnel. Et vous voyez que là, il se passe des choses assez intéressantes. Il y a une dynamique quantique assez riche. En fait, on n'a pas une évolution périodique comme vous aviez vu dans le double puits. Là, c'est plus subtil que ça. Parfois, il y a 3 pics, parfois, il y a 4 pics. Et tout ça, on va pouvoir le comprendre grâce à nouveau une nouvelle méthode d'approximation qui s'appelle la méthode des perturbations dépendant du temps. Ça permettra à nouveau de traiter ce problème qui, a priori, pourrait être compliqué, enfin celui-là ou d'autres, mais ça nous permettra aussi de comprendre, de tirer une intuition physique pour comprendre pourquoi ce qui se passe ici, on pourrait effectivement comprendre pourquoi vous voyez ce que vous avez ici à l'écran. Et enfin, pour terminer, donc un peu un chapitre d'application de tout ce qu'on aura vu, donc de la physique quantique. Alors, il y a beaucoup d'applications de la physique quantique, dont vous avez entendu parler, les transistors, les lasers. C'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la première révolution quantique. C'est évidemment assez considérable, toutes les conséquences que ça a eu sur tout le domaine de la microélectronique, des lasers. Ce que vous avez ici, c'est un amplificateur laser dans les fibres optiques qui permettent de faire des communications transocéaniques. Vous avez un amplificateur laser de ce type tous les 200 km pour réamplifier les impulsions qui transportent des bits d'information. Donc tout ça, ce sont des conséquences de notre compréhension de la physique quantique. C'est ce qu'on appelle la première révolution quantique. Et puis,
Aujourd'hui, dans les laboratoires, il y a une seconde révolution quantique qui est en train de se mettre en place, qui exploite en fait les aspects les plus étranges de la physique quantique, à savoir le principe de superposition et l'intrication. Donc deux choses a priori qui pourraient être vues comme des curiosités, mais en fait ça permet d'avoir toutes sortes d'applications dans le domaine des communications quantiques, des ordinateurs quantiques, c'est plus compliqué, des simulateurs quantiques et des capteurs quantiques ou de la métrologie, donc les horloges atomiques étant un exemple d'interféromètres qui permettent d'avoir une très très grande précision. Donc cette seconde révolution quantique, hein, elle met en jeu pas mal de moyens dans toutes les grandes puissances scientifiques de la planète. En particulier en Europe, il y a un programme qui s'appelle le Quantum Technology Flagship, qui est doté de 1 milliard d'euros pour développer ces nouvelles technologies dans les 10 prochaines années. Donc on évoquera un petit peu ces différentes technologies. Bien, donc maintenant on va pouvoir donc commencer ce premier chapitre, hein, où on va essentiellement revenir sur ce que vous avez vu avant l'été. Donc les principes fondamentaux de la physique quantique, hein, ce sera le point de départ de ce cours de deuxième année. Donc ce que vous avez là, vous êtes assez familier, hein. On va revenir sur les trois postulats, sur l'état quantique d'un système, sur la mesure et sur l'évolution temporelle, et puis on dira quelques mots de la commutation des observables pour préparer la petite classe de demain. Alors, première partie, l'état quantique d'un système. Donc je vous rappelle, hein, le premier postulat, premier principe, à chaque système physique, on va associer un espace de Hilbert approprié, et l'état du système sera défini par un vecteur normé appelé ket appartenant à cet espace. Donc déjà, quand on a dit ça, hein, que l'espace des états est un espace vectoriel, ça inclut le principe de superposition linéaire qui a plein de conséquences très importantes qui donnent lieu à l'interférométrie et toutes ces choses-là. Alors cet état du système, je pense que pour vous, il est encore très directement attaché à la fonction d'onde, psi de R. Vous avez vu qu'on avait exactement autant d'informations dans la transformée de Fourier de la fonction d'onde, hein, la grandeur phi de p. Donc psi de R, c'est la fonction d'onde, c'est l'amplitude de probabilité associée à la position. Phi de p, c'est aussi une amplitude de probabilité, hein, c'est l'amplitude de probabilité associée à l'impulsion. Et puis on a vu que dans un espace de Hilbert, on avait toujours en fait au moins une base hilbertienne, c'est-à-dire une base dénombrable d'un ensemble de quêtes psi n, ce qui veut dire qu'on peut écrire aussi notre état psi comme une somme de Cn psi n, une somme dénombrable. C'est quelque chose d'assez incroyable, hein, qu'une fonction continue psi de R, donc un ensemble continu de nombres, on peut aussi le représenter comme un ensemble dénombrable de coefficients. Vous aviez l'an dernier un QCM où il y avait un petit simulateur qui vous permettait de voir ça par l'exemple, en prenant une fonction avec juste quelques coefficients. On arrivait assez bien à exprimer la même fonction. Il y a autant d'informations dans cette fonction continue ici, psi de R, que dans ce vecteur colonne que vous avez ici. Et puis évidemment, les composantes Cn, hein, ce sont les produits scalaires hermitiens qu'on peut calculer soit dans l'espace des R, soit dans l'espace des P. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez vu l'an dernier. Ce qui est important, c'est que ce que vous avez à droite, en fait, c'est un cas particulier. C'est le cas particulier correspondant au mouvement d'une particule ponctuelle, hein, et donc qui peut être repéré dans l'espace par les trois coordonnées x, y, z. Et donc c'est seulement dans ce cas qu'on peut écrire ça. Mais en réalité, la seule chose qui est générale, qui est toujours vraie, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez au moins une base hilbertienne et vous pouvez écrire votre vecteur d'état sous cette forme-là. Donc c'est plutôt ça la bonne façon de voir le vecteur d'état. Et un exemple, c'est le spin and me. Hein. Dans le spin and me, il n'y a pas de fonction d'onde. Si on s'intéresse que au degré de liberté de spin, eh bien tout ce qu'on a, c'est un vecteur colonne avec deux nombres complexes. Ce n'est pas une fonction d'onde psi de R. Donc c'est vraiment ça qui est fondamental. Alors, je vais quand même revenir sur ces fonctions psi de R et phi de P, et à une dimension, hein, donc dans L2 de R, la transformée de Fourier. Donc on va revenir un petit peu là-dessus pour le voir peut-être d'un point de vue un peu différent. Donc si je considère cette fonction phi de Px, hein, qui est la transformée de Fourier de psi de x, hein, bon, avec nos notations, on l'avait écrit comme 1 sur racine de 2 pi h bar fois cette intégrale de psi de x exponentielle moins i px x sur h bar. Dans ce cas-là, on peut écrire inversement psi de x par une formule presque identique. Simplement, il faut changer le signe. Ici, dans l'exponentielle, on avait moins i px x sur h bar, et là, on a plus i px x sur h bar. Alors, en fait, cette intégrale, hein, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est
c'est faire rentrer le préfacteur ici, 1 sur racine de 2 pi h bar à l'intérieur de l'intégrale. Et vous voyez que je peux aussi l'écrire sous cette forme, une intégrale avec phi de px fois cette fonction ici que j'ai écrite en vert. Et donc on pourra écrire que le ket psi, en fait, on l'a décomposé sur un ensemble continu de ket, entre guillemets, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, de ket px, sachant que px ici va être associé à la fonction d'onde exponentielle ipx x sur h bar divisé par racine de 2 pi h bar. Donc ça correspond en fait à une onde de De Broglie, si vous voulez. Et donc quand vous regardez cette expression-là, c'est très similaire à notre somme sur n des Cn psi n, simplement, c'est plus une somme dénombrable, c'est une somme continue. Il n'y a que ça qui a changé. Et puis, évidemment, la fonction ici, phi de px, je peux aussi faire rentrer le racine de 2 pi h bar dans l'intégrale. Et vous voyez que ça s'écrit, on reconnaît un produit scalaire hermitien entre cette grandeur-là, qui est le complexe conjugué de ma fonction d'onde ici. Donc c'est le produit scalaire hermitien entre le complexe conjugué de ma fonction de base et psi de x. Donc je peux l'écrire comme le bracket px psi. Donc tout colle bien par rapport à ce qu'on a dans le cas d'une base dénombrable. C'est exactement la même chose. À un détail près, c'est que Px, ce n'est pas une base hilbertienne de l'espace, c'est ce qu'on appelle une base continue de L2 de R. Et on remarque d'ailleurs, évidemment, que ce ket Px, c'est un vecteur propre de l'opérateur impulsion. Bien sûr, vous savez que cette fonction, cette onde de De Broglie, est un vecteur propre de l'impulsion associé à l'impulsion Px, Px sans chapeau. Alors, bon, il faut un peu s'habituer à ce type de notation, mais là, on a trois choses différentes. On a l'opérateur Px chapeau, on a la valeur propre Px qui est un nombre réel, et puis ce ket Px ici correspondant à mon vecteur propre. Alors j'ai dit ket Px, en fait c'est pas vrai, parce que Px, si vous essayez de calculer sa norme, vous allez évidemment trouver l'infini, puisque le carré du module de cette fonction d'onde, eh bien c'est 1 sur 2 pi h bar, ça ne dépend pas de x, et donc évidemment quand on va l'intégrer sur tous les réels, on va trouver l'infini. Donc ce n'est pas un état normé, ce n'est pas un état normalisable. Donc le problème qu'on a avec une base continue, c'est qu'on peut effectivement écrire notre état, on peut le décomposer comme une somme continue sur cette base. Simplement, ces vecteurs de base, là, ce ne sont pas des quêtes, au sens où un quête doit être normé. Ils n'appartiennent pas à l'espace L2 de R, ils sont un petit peu en dehors. Donc ça, c'est une difficulté mathématique sur laquelle on ne va pas trop s'étendre. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que le fait que la base soit continue, c'est vraiment indissociablement lié au fait que vos états ne peuvent pas être normalisés. Il y a un exercice dans le poly qui vous montre la relation entre les deux. C'est en fait la même chose. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Dès que vous avez une base continue, vous avez forcément des vecteurs qui ne peuvent pas être normalisés. Mais voilà, à cette difficulté près, cette expression ici ressemble beaucoup à la décomposition de psi sur une base dénombrable, sauf que là, c'est une base continue. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne pas faire ça pour psi de x? Si phi de px, c'est l'équivalent du nombre Cn, est-ce qu'on ne pourrait pas, de la même manière, faire la même chose avec psi de x? Donc ça, c'est nouveau, c'est la partie de l'amphi d'aujourd'hui qui n'est pas une révision par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait écrire que psi de x, donc de même que phi de px, c'est px psi, est-ce qu'on pourrait écrire que psi de x, c'est une fonction que j'appelle delta x psi, c'est-à-dire l'intégrale de delta x de x', psi de x' dx'. Alors, la réponse est oui. La fonction qu'il faut prendre, c'est ce qu'on appelle la fonction delta de Dirac, avec des guillemets autour de la fonction. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme propriété, cette fonction delta de x, pour qu'on puisse écrire que psi de x, c'est l'intégrale de delta x de x', psi de x' dx'. Alors déjà, si je remplace psi par 1, ou si je fais tendre psi vers 1, eh bien, vous avez l'égalité 1 égale l'intégrale de delta x de x' dx'. Donc, votre fonction, elle doit être, si vous l'intégrez, vous devez trouver 1. Et puis, évidemment, comme le résultat, ici, ne dépend pas des valeurs de la fonction psi de x' en des points autres que x, il faut évidemment que cette fonction-là soit nulle partout où x' est différent de x. Donc, votre fonction, ici, elle doit être nulle en tout point x' différent de x. Et donc, si elle est nulle presque partout, sauf en un point, et que son intégrale est égale à 1, c'est, en termes de physicien simple, ça veut dire que cette fonction est infinie au seul point où elle n'est pas nulle.
Donc voilà, c'est cette fonction, donc vous voyez pourquoi je mets des guillemets, hein, c'est parce qu'évidemment une fonction qui est nulle partout sauf là où elle n'est pas définie, c'est pas vraiment ce que les mathématiciens appellent une fonction. Alors Dirac l'appelait quand même une fonction, et on va la représenter par une flèche ici, cette flèche rouge, centrée au point x, hein, donc il va valoir l'infini en x et puis 0 partout ailleurs. Donc ça, je vous accorde que ce n'est pas extrêmement rigoureux, donc on va essayer de le rendre un peu plus rigoureux en voyant cette fonction, entre guillemets, comme la limite d'une vraie fonction, une fonction qui va prendre des valeurs finies, qui est la fonction que j'appelle delta epsilon, toujours indice x pour dire qu'elle est centrée au point x. Cette fonction, c'est tout simplement une fonction donc rectangulaire, hein, qui vaut 0 partout, sauf à l'intérieur de ce petit intervalle de largeur epsilon autour de x. Et dans ce petit intervalle de largeur epsilon, elle vaut 1 sur epsilon. Comme ça, effectivement, son intégrale est égale à 1. Hein, c'est un rectangle de surface égal à 1. J'ai pris un rectangle, j'aurais pu prendre une gaussienne ou n'importe quelle fonction un peu similaire. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, c'est une vraie fonction. Et donc, je peux calculer le bracket correspondant au produit scalaire hermitien entre cette fonction et mon état psi. Donc, c'est l'intégrale, hein, de cette fonction rectangulaire multipliée par psi de x' dx'. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Alors, bon, déjà, oui, cette intégrale, je peux introduire une fonction que j'appelle delta epsilon. Hein, c'est la même fonction, mais centrée sur 0. Donc vous voyez que j'ai une fonction ici qui a une largeur epsilon, et puis je vais la prendre centrée au point x, et puis je vais balayer x' ici. Donc j'intègre ma fonction multipliée par une petite fenêtre que je vais décaler le long de la fonction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait une moyenne glissante. C'est utilisé par exemple, si vous regardez des données qui sont assez bruitées, par exemple la température à la surface du globe au cours des ans, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup parce que vous avez toutes sortes de raisons pour avoir des fluctuations, des événements météorologiques qui interviennent seulement certaines années, des courants océaniques, etc. Mais si vous voulez extraire la tendance lourde sur des échelles de dizaines d'années pour avoir des idées sur le climat, eh bien, vous allez faire des moyennes sur des périodes plus longues de 10 ans pour avoir l'évolution à grande échelle de cette fonction. Donc c'est la même chose que vous avez ici. Donc vous avez cette fonction qui est représentée en rouge ici, qui correspond à ce produit scalaire hermitien ici. Vous voyez que cette fonction, elle reproduit les évolutions lentes de la fonction en bleu, hein, les évolutions à des échelles plus grandes que epsilon. Par contre, les évolutions plus rapides que epsilon, évidemment, elles sont gommées, elles sont lissées par ce produit de corrélation, qui est aussi un produit de convolution, en fait, parce que cette fonction est paire. Et donc, vous avez une vision ici lissée de votre fonction psi de x en bleu qui varie plus rapidement. Mais évidemment, si maintenant je diminue la valeur de epsilon, eh bien ma moyenne se fait sur un intervalle plus étroit. Et si je fais tendre epsilon vers 0, évidemment, eh bien cette fonction lissée va finir par tendre vers la fonction psi de x dont j'étais parti. Dès que epsilon sera plus petit que les échelles caractéristiques les plus petites de variation de cette fonction psi de x. Donc ce qu'on voit, c'est que ce bracket, hein, il va effectivement tendre vers psi de x quand epsilon tend vers 0. Donc ça veut dire que j'ai le droit de considérer un bras, le bras donc delta x, qui est la limite quand epsilon tend vers 0 du bras delta x epsilon. Ça, c'est parfaitement défini, hein, parce que je sais effectivement calculer l'action de ce bras sur n'importe quelle quête, parce que je sais calculer ce bracket, hein, ça me donne psi de x. Donc le bras delta x, qui est la limite de delta x epsilon quand epsilon tend vers 0, il est parfaitement défini. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des distributions. Il y a un cours d'ailleurs de deuxième année qui porte sur l'analyse de Fourier et la théorie des distributions, qui vous permet de voir ça de manière rigoureuse. Donc cette théorie des distributions, elle a été construite par des mathématiciens, notamment Laurent Schwartz, hein, qui a donné son nom au laboratoire de mathématiques de l'école. Et donc elle est parfaitement rigoureuse, mais elle a été faite par des mathématiciens après Paul Dirac, qui lui utilisait des fonctions. Nous, on va se contenter de faire comme Paul Dirac, c'est-à-dire qu'on va considérer cette fonction de Dirac. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui n'est pas tout à fait rigoureux, qui est que non seulement on va considérer la limite du bras, mais on va aussi considérer la limite du ket, c'est-à-dire la fonction delta x de x', qui est la limite quand epsilon tend vers 0 de cette fonction delta epsilon. C'est ma fonction ici que vous avez en rouge. Et donc cette fonction, on l'appelle la fonction de Dirac.
Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est qu'une affaire de notation, hein, ce que les mathématiciens vont noter avec la théorie des distributions et des distributions. Nous, on va le noter avec des fonctions et des intégrales, mais en fait, on n'utilisera cette fonction de Dirac que par des intégrales de ce type, et donc ça ne posera aucun problème. Alors, s'il y avait un problème de rigueur, en physique, on a une arme secrète qui consiste à dire, si vous n'êtes pas content avec cette fonction qui est infinie, ok, je vais faire tous les calculs avec delta epsilon, mais je prends pour epsilon 10-20 mètres, et comme je ne connais aucun objet plus petit que 10-20 mètres, eh bien, il n'y a pas de problème, quoi. Le résultat sera le même que celui qu'on va écrire. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème de rigueur, c'est une notation qui est utilisée par les physiciens, et qu'on va utiliser. Alors, on ne va pas l'utiliser énormément, mais je pense que c'est bon que vous sachiez que ça existe. Donc, alors dernière remarque, cette delta x, ce faux ket, puisqu'il n'est pas, évidemment, on va voir qu'il n'est pas normé, on va simplement le noter x, de même que l'onde de De Broglie, on avait noté px, là on le note x, et du coup, ça nous permet d'écrire que psi de x', c'est le bracket x' psi, c'est-à-dire l'intégrale de delta de x moins x', psi de x dx. Et donc, ça nous permet de voir que psi de x' se décompose en fait sur une base continue, qui est la base des fonctions de Dirac centrées sur toutes les valeurs possibles de x. Et donc, je vais pouvoir écrire une expression qui est exactement similaire à ce qu'on avait pour l'impulsion. C'est-à-dire que psi, c'est une intégrale de psi de x, x dx. Et donc, psi de x, cette amplitude de probabilité, c'est tout simplement le coefficient correspondant à la décomposition de votre ket psi dans l'espace des fonctions de Dirac. Donc, cet ensemble de ces vecteurs x, c'est une base continue de L2 de R. C'est immédiat de vérifier que ces états x, ce sont des vecteurs propres de l'opérateur x chapeau. Puisque si vous multipliez par x une fonction qui est nulle partout sauf en un point, vous trouvez évidemment comme valeur propre, c'est la coordonnée de ce point. Et évidemment, si on calcule x', on va trouver, le calcul est facile, on peut le faire de deux manières différentes, on va trouver que c'est delta de x moins x'. Ça veut dire en particulier que si je calcule le carré de la norme de x, je vais trouver l'infini, comme pour px. Et donc x n'appartient pas à L2 de R, ce n'est pas une surprise, puisque c'est une base continue. Voilà donc cette petite digression sur la fonction de Dirac nous permet de voir les choses de manière plus symétrique, c'est-à-dire que notre ket psi, on peut le décomposer dans une base hilbertienne, donc base dénombrable, avec un ensemble dénombrable de coefficients complexes Cn qui s'écrivent comme ces produits scalaires hermitiens, mais vous voyez que c'est exactement la même expression dans la base de Dirac ou dans la base de Fourier, simplement, là on a des sommes continues, mais c'est les mêmes formules de produits scalaires hermitiens qui interviennent dans ce cas. Bien, donc maintenant on va revenir sur des domaines plus familiers. Donc je vais revenir sur les révisions. La notion de projecteur, c'est évidemment très, très important, comme vous l'avez vu l'an dernier. Si je considère non pas le bracket, mais le ket bras psi-n, c'est un opérateur, puisque je multiplie un vecteur colonne par un vecteur ligne, je trouve une matrice carrée. C'est un opérateur. Cette matrice carrée, elle a des zéros partout, sauf en énième ligne et énième colonne, où vous avez un 1, dans la base des psi-n, bien sûr. Cet opérateur, c'est un projecteur. Je vous rappelle que la définition d'un projecteur, c'est que c'est un opérateur idempotent. Si je lève au carré, je dois retrouver la même chose. Et la notation de Dirac nous permet très facilement de vérifier ça. Si je calcule psi-n au carré, eh bien, c'est psi-n. J'écris deux fois l'opérateur psi-n. Et puis, le grand mérite de cette notation, elle aussi due à Dirac, c'est que vous avez en fait ici des produits de matrices, ces matrices étant soit des matrices colonnes, lignes ou carrés, mais vous pouvez toujours utiliser l'associativité. Donc là, en l'occurrence, je peux choisir de faire le produit ici psi-n. Évidemment, ce produit, ce bracket vaut 1, puisque j'ai un ket qui est normé. Donc, je trouve immédiatement que psi-n au carré, c'est égal à psi-n. Donc, c'est bien un projecteur. C'est un projecteur sur quoi? Évidemment, sur l'état psi-n. Pour le vérifier, si je fais agir ce projecteur psi-n sur l'état psi, à nouveau associativité. Là, vous voyez un bracket
apparaître. Ce bracket, je peux le mettre devant, et vous voyez que ça me donne un vecteur qui est toujours collinaire à psi n, avec un facteur devant, qui est le produit scalaire hermitien, psi n psi. Si on raisonne juste 10 secondes dans un espace euclidien, avec les deux vecteurs psi n et psi, eh bien, évidemment, la projection de psi sur psi n, c'est un vecteur qui est collinaire à psi n, et dont la longueur est le produit scalaire, ici, psi n psi. Donc on a la même chose dans notre espace vectoriel complexe, ici, avec psi n psi, qui est un nombre complexe. Bien, alors une notion qui est évidemment très importante en physique quantique, c'est la notion de produit tensoriel, qu'on a déjà vu l'an dernier, qu'on va réutiliser cette année. Je voudrais revenir un petit peu dessus, peut-être essayer à nouveau de le démystifier. Alors le produit tensoriel, on peut voir ça de manière très mathématique, comme une forme bilinéaire de l'espace produit vers l'espace produit tensoriel. Je voudrais le voir, enfin, vous le représenter à nouveau comme l'a fait Philippe Granger l'an dernier, d'un point de vue de physicien. Le produit tensoriel, c'est simplement ce à quoi qu'on est conduit d'utiliser quand on s'intéresse à un système composite. Si vous avez un système quantique A qui est décrit par un espace de Hilbert EA, avec une base hilbertienne alpha m, et puis un système quantique B, associé à un espace de Hilbert EB, de base bêta n, donc ça peut être par exemple deux particules différentes, et puis que maintenant vous voulez considérer l'ensemble de ce système, constitué de deux parties A et B, comment écrire l'état de ce système? Eh bien, si A est dans l'état alpha m et B est dans l'état bêta n, je vais dire que mon système il est dans l'état alpha m bêta n. Je vais juste juxtaposer ces deux parties avec ce symbole ici, produit tensoriel entre les deux. Alors on a toutes sortes de façons d'écrire ce produit tensoriel. Parfois on va juste juxtaposer les deux quêtes, mettre une virgule à l'intérieur du quête, ou juste les indices, m virgule n, tout ça, ce sera la même chose. Une remarque, quand on considère le bras, on aurait pu penser que par symétrie, ça aurait été joli d'inverser les deux. Non, la convention usuelle, c'est de garder les deux espaces A et B dans le même ordre. Donc quand vous écrivez le bras associé aux quêtes alpha m bêta n, vous écrivez le bras alpha m à gauche et le bras bêta n à droite du produit tensoriel. Bien, et l'espace de Hilbert associé au système quantique global, on va l'appeler l'espace produit tensoriel, EA tensoriel EB. Alors évidemment, ce qui est fondamental de comprendre, c'est la différence entre un produit tensoriel et un simple produit d'espace. La forme alpha m bêta n, ce n'est pas la forme générale des états de votre espace de Hilbert complet. Et la raison, c'est que si vous prenez tous les états de cette forme-là, ça ne va pas vous donner un espace vectoriel. Il faut, pour que vous ayez un espace vectoriel, vous êtes obligé d'inclure, en raison du principe de superposition linéaire, vous êtes obligé d'inclure toutes les combinaisons linéaires possibles. Et donc c'est la raison pour laquelle la forme générale d'un état de votre espace de Hilbert, c'est nécessairement quelque chose comme ça. C'est des états de ce type, mais toutes les combinaisons linéaires possibles. Et donc une fois qu'on a écrit ça, on a tout ce qu'il faut, parce qu'on a écrit l'état psi dans une base. Ça c'est bien la structure de la décomposition de psi sur une base. On voit que alpha m bêta n constitue une base avec des coefficients cmn qui évidemment sont beaucoup plus nombreux que les coefficients qu'on avait au début, dès que les dimensions sont supérieures à 2 en tout cas. Et donc évidemment la dimension de cet espace produit tensoriel, c'est l'ensemble des valeurs de cmn dont vous avez besoin, donc c'est l'ensemble des valeurs de m fois l'ensemble des valeurs de n possibles. Donc c'est pour ça que la dimension de l'espace, c'est le produit des dimensions. Et puis une fois que vous avez écrit ça, toutes les propriétés s'en déduisent par linéarité en fait. Il n'y a pas de problème pour ensuite manipuler tout ça. Mais donc physiquement, c'est juste de dire que le premier système est dans l'état alpha m, le second est dans l'état bêta n, et puis il faut ajouter toutes les combinaisons linéaires. C'est ça qui fait que vous avez en fait deux sortes d'états, des états factorisés, des états que vous pourrez mettre sous la forme alpha tensoriel bêta. Et ça, ce sera possible si les coefficients cmn sont de la forme d'un produit AMBN. Mais dans tous les autres cas, si on ne peut pas écrire l'état sous la forme d'un produit tensoriel, on aura un état intriqué. Et vous avez commencé à voir l'an dernier les propriétés assez étonnantes qu'on peut avoir avec ces états intriqués. Alors, dans quel cas on a ce type de structure de produit tensoriel? Là encore, vous avez vu des exemples l'an dernier. Déjà, même quand vous avez une seule particule sans spin,
décrite par l'espace de Hilbert L2 de R3, on peut voir ça comme un produit tensoriel correspondant aux 3 degrés de liberté x, y, z. Hein? Je peux écrire que L2 de R3, c'est le produit tensoriel L2 de R, tensoriel L2 de R, tensoriel L2 de R. Pourquoi? Parce que toute fonction de L2 de R3, je peux l'écrire sous cette forme d'une somme de CMNP, phi m de x, phi n de y, phi p de z. Hein, la démonstration est dans le poly, hein, si vous voulez, et je crois que vous l'avez fait l'an dernier en petite classe. Mais on pourra toujours le mettre sous cette forme. Donc, évidemment, une fonction de L2 de R3 n'est pas toujours un produit d'une fonction de x par une fonction de y et par une fonction de z, bien évidemment, mais on peut toujours écrire n'importe quelle fonction de L2 de R3 comme une combinaison linéaire de ces fonctions. Donc, vous avez la démonstration dans le poly, hein, c'est juste une demi-page, il suffit de commencer par prendre cette fonction psi de x, y, z, et puis on la décompose à y et z constants, on la décompose sur phi m, une base hilbertienne de L2 de R, par exemple la base des fonctions de Hermite, ou une autre base. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous avez des coefficients qui dépendent de y et de z, qu'on peut aussi décomposer sur une base de L2 de R pour la dépendance en y, et puis à l'arrivée, vous arrivez tout de suite à ça. Donc si vous n'êtes pas convaincu, hein, n'hésitez pas à relire le poly sur cette partie. Un autre exemple, évidemment, hein, où le produit tensoriel est important, c'est où vous avez un degré de liberté interne, le spin de la particule, et puis ce qu'on appelle le degré de liberté externe, qui va correspondre à la position de la particule. Donc dans ce cas-là, on a un espace de Hilbert qui est le produit tensoriel entre L2 de R3 et de l'espace de spin. Ça veut dire que votre état peut s'écrire sous cette forme-là, hein, une combinaison linéaire avec des coefficients Cn plus et Cn moins, phi n tensoriel plus et phi n tensoriel moins. Où phi n, cette fois-ci, c'est une base de L2 de R3 directement. Et donc, ça, ce sera la forme générale d'un état de votre espace de Hilbert. Hein, si vous prenez en compte à la fois le mouvement de la particule et son degré de liberté de spin. Et ça, on avait vu l'an dernier qu'on pouvait le mettre sous cette forme-là, hein, quand on avait étudié l'expérience de Stern et Gerlach. Donc, décomposer la somme en gardant les termes correspondant à l'état plus z et puis les termes correspondant à l'état moins z. Hein, donc, j'ai juste coupé cette somme en deux en mettant ici les termes où sigma est égal à plus et puis là les termes où sigma est égal à moins. Ce terme ici en noir, hein, somme sur n de Cn plus phi n, en fait, c'est un état de L2 de R3. Simplement, il n'est pas nécessairement normé. Donc, pour qu'il soit normé, je vais mettre un coefficient complexe A plus devant. Hein, donc, je pourrais écrire ça A plus phi plus. Et puis ça, je vais l'écrire A moins phi moins. Et puis là, vous avez deux termes. Donc, votre état, psi, c'est A plus phi plus A moins phi moins moins. Ça, c'est la forme générale d'une particule de spin 1,5, où phi plus et phi moins, c'est des éléments normés, donc des quêtes de L2 de R3, donc c'est associé à des fonctions d'onde, phi plus de R et phi moins de R. Puis les coefficients A plus et A moins, ce sont des coefficients complexes. Évidemment, comme ici vous avez l'état plus et là vous avez l'état moins, cet état-là est orthogonal à cet état-là, donc d'après le théorème de Pythagore, vous savez que A plus carré plus A moins carré est égal à 1. Et A plus carré, c'est tout simplement la probabilité de mesurer le spin dans l'état plus, et A moins carré, c'est la probabilité de mesurer le spin dans l'état moins. Et puis, on va continuer à appliquer ce produit tensoriel dans des cas plus compliqués, quand on aura plusieurs particules. Si j'ai deux particules A et B, deux particules de spin 1,5, là, ça se complique, hein, oui, j'ai encore plus de coefficients. J'ai maintenant des coefficients, des indices NA sigma A, et puis NB sigma B pour la deuxième particule. Même si on s'intéresse qu'au spin, il nous reste donc une combinaison linéaire ici de 4 états dans une base de dimension 4, hein, sur les états plus, moins plus et moins. Avec donc 4 coefficients complexes. Hein, c'est l'espace de dimension 4 dont je vous parlais pour le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène. Bien, donc tout ça, c'était sur l'état du système, donc c'est pas le plus simple, hein, c'est un aspect assez subtil donc des principes fondamentaux de la physique quantique. On va maintenant passer à un deuxième aspect qui est subtil aussi, l'aspect portant sur la mesure. Donc je vous rappelle qu'une grandeur physique A, on va la représenter par un opérateur auto-adjoint à chapeau qu'on va appeler une observable, donc auto-adjoint, hermitien, hermitique, observable, tout ça, ce sera plus ou moins la même chose. Évidemment, vous rappelez que de la propriété A égale à croix, on en déduit que les valeurs propres sont des nombres réels. On a le théorème spectral qui va être très utile, qui nous dit que les vecteurs propres de l'observable à chapeau constituent une base de l'espace de Hilbert. Ça pose aucune difficulté dans un espace de Hilbert de dimension finie, c'est un peu plus subtil dans les espaces de dimension infinie.
Les subtilités qu'on a, c'est notamment avec les bases continues, hein, le fait que les vecteurs de base sont un petit peu en dehors de l'espace. On va pas trop s'étendre à nouveau sur ces aspects-là. Hein. Le plus souvent, on essaiera d'utiliser des bases hilbertiennes. Un résultat fondamental du principe de la mesure, c'est que le résultat d'une mesure de A, c'est nécessairement l'une des valeurs propres AN de A chapeau, et que si le système avant la mesure, juste avant la mesure, est dans l'état psi, eh bien la probabilité de mesurer AN, ce sera égal à le carré du produit scalaire hermitien psi n psi. Et enfin, évidemment, la mesure perturbe le système, c'est-à-dire qu'après la mesure, le système sera projeté dans l'état psi' égale psi n. On va voir dans un instant pourquoi on dit qu'il est projeté dans l'état psi n. Hein. Là, dans le cas ici non dégénéré, on pourrait se contenter de dire qu'il est mis dans l'état psi n, parce que tout ça, évidemment, ce n'est vrai que dans le cas non dégénéré. Alors, je vois que j'ai peut-être oublié un résultat, évidemment, qui est essentiel, hein, c'est que si on a cette propriété-là, bah, c'est immédiat d'en déduire que la valeur moyenne de A dans l'état psi, hein, c'est psi n A chapeau psi n. Donc c'est immédiat. Si vous écrivez la somme sur n des p de A à n fois A n, vous arrivez immédiatement à cette expression. Bien, donc tout ça, c'est vrai que dans le cas non dégénéré. On a commencé à vous parler l'an dernier du cas dégénéré, hein, qui va arriver de plus en plus souvent cette année, parce que justement on s'intéresse à des problèmes tridimensionnels. Donc il y a votre espace de Hilbert est plus grand, hein, tout simplement. Si je reformule ce qu'on vient de voir dans le cas non dégénéré, hein, donc cas non dégénéré, ça veut dire que l'espace propre associé à la valeur propre AN est de dimension 1. Donc on a cette formule-là, hein, carré du produit scalaire hermitien, et puis l'état après la mesure, psi' égale psi n. Cette expression de la probabilité, je peux l'écrire sous cette forme. C'est-à-dire que je peux développer le carré hermitien en prenant le complexe conjugué de psi n psi qui s'écrit psi n, donc c'est psi n psi. Et ça, vous voyez que c'est la valeur moyenne dans l'état psi du projecteur psi n dont je parlais tout à l'heure. Alors, ça, c'est pas très surprenant, parce que qu'est-ce que c'est que le projecteur dans l'état psi n? C'est une observable. Un projecteur, c'est une observable, puisque c'est un opérateur auto-adjoint. C'est une observable qui correspond à quelle mesure, hein? Les valeurs propres de l'observable projecteur, c'est soit 1, soit 0. Hein. Rappelez-vous, c'est une matrice avec des zéros partout, sauf un 1 en énième position. Donc ça veut dire que la réponse, le résultat de la mesure associée à cet observable, c'est soit 0, soit 1. En fait, c'est 0 si on a trouvé autre chose que AN, et puis c'est 1 si on a trouvé AN. Donc un projecteur, c'est un observable binaire qui répond à la question « Est-ce que j'ai trouvé AN dans la mesure de A chapeau, de la grandeur A ?» Si oui, j'ai 1. Si je n'ai pas trouvé AN, j'ai 0. Donc si vous calculez la valeur moyenne d'une observable binaire qui vous répond à cette question binaire « Oui ou non, j'ai trouvé AN », bah évidemment, la valeur moyenne de cet opérateur, hein, que vous avez ici, psi n psi, cette valeur moyenne, ça vous donne la probabilité de mesurer AN. Si vous moyennez un nombre 1 quand vous avez trouvé AN et puis 0 si vous avez trouvé autre chose, la valeur moyenne vous donne la probabilité de mesurer cette grandeur. Donc ce n'est pas très surprenant qu'on ait ce résultat. Donc ensuite, si on veut généraliser ça au cas dégénéré, donc au cas où la dimension de l'espace propre est supérieure ou égale à 2, eh bien évidemment, la base de mon espace, hein, je ne peux pas l'écrire simplement psi n, je vais écrire psi n Rn, où Rn c'est un indice supplémentaire qui pourra prendre Gn valeurs possibles, où Gn ce sera la dégénérescence de l'espace propre associé à n. Et donc l'équivalent de cette équation, hein, ce sera cette équation-là avec un indice de plus. Et puis maintenant, au lieu de considérer le projecteur sur l'état psi n, je vais considérer le projecteur sur l'espace propre associé à cette valeur propre à n. Donc il faut sommer tous les psi n Rn pour les différentes valeurs de Rn. Et la probabilité de mesurer à n, c'est toujours la valeur moyenne du projecteur, parce que ce projecteur, c'est toujours une observable binaire qui répond à la question est-ce que oui ou non j'ai mesuré à n. Et donc voilà, le résultat, c'est simplement cette valeur moyenne
cette valeur moyenne de Pn dans l'état psi, ce qu'on peut écrire aussi comme la somme sur les Rn de ces carrés de psi, Rn, psi, correspondant aux différentes composantes de l'état psi dans chacun des vecteurs de base du sous-espace propre. Alors, c'est aussi assez souvent utile d'utiliser non pas la valeur moyenne de psi, du projecteur dans l'état psi, mais d'utiliser le carré de la norme de Pn psi. C'est évidemment la même chose parce que Pn est égal à Pn carré. Donc ça, je peux l'écrire psi Pn carré psi, et donc c'est égal à Pn psi en norme au carré. Alors pourquoi c'est souvent utile de l'écrire comme ça? Parce qu'on a souvent besoin de calculer l'action du projecteur sur l'état psi, pour la bonne raison que l'état du système après la mesure, on l'obtient en projetant l'état psi dans le sous-espace propre. C'est la formule que vous avez ici. Pour déterminer l'état après la mesure, on projette psi dans le sous-espace propre, et puis évidemment on divise par la norme pour avoir un état normé. Alors pourquoi on prend ce vecteur projeté? En fait, on aurait pu s'imaginer que n'importe quel vecteur dans le sous-espace propre conviendrait, mais ça, en réalité, vous pouvez voir ça comme la définition d'un bon appareil de mesure. Un bon appareil de mesure, c'est un appareil qui va perturber le moins possible le système. Et donc perturber le moins possible le système pour qu'après la mesure, votre état soit dans l'espace propre, ça veut dire simplement mettre à zéro tous les coefficients correspondant aux autres valeurs de la grandeur mesurée, mais vous ne changez pas l'état du système dans le sous-espace propre. Donc ça, c'est plutôt pour moi la définition d'un bon appareil de mesure qui va vous faire cette opération, c'est-à-dire que l'état après la mesure est perturbé le moins possible, c'est-à-dire que vous vous contentez de projeter votre état psi dans le sous-espace propre. Bien, alors, je vous avais montré l'an dernier cette animation, donc je vais vous la remontrer à nouveau. Excusez-moi pour cette redite, mais la pédagogie, c'est aussi la répétition. Donc, je pense que, puis bon, je crois que j'aime bien ça parce que ça montre à la fois l'intrication et la mesure. Donc, allons-y. Vous vous rappelez l'expérience de Stern et Gerlach. C'est une belle expérience qui illustre donc comment on peut intriquer un système initialement factorisé, et puis ensuite comment on peut faire ce processus irréversible qui fait qu'après la mesure, on a irrémédiablement changé l'état du système. Donc initialement, on a un état psi de T0 dont on va supposer qu'il est factorisé en fait. Vous avez un paquet d'ondes phi de R et de T0. Et puis, vous multipliez cet état phi de T0 par un état de spin A++ plus A-. Donc vous avez initialement un état factorisé. Et puis vous laissez évoluer votre système, et puis vous vous rappelez qu'en raison du gradient de champ magnétique dans l'entrefer de l'aimant, eh bien, vous allez en fait intriquer les degrés de liberté internes et externes. Selon la valeur du spin, le paquet d'ondes ne va pas avoir la même force. Cette force qui dépend du gradient du champ magnétique ne sera pas la même. C'est ça qui fait que vous clivez votre paquet d'ondes en deux sous-parties. Et donc là, vous voyez que vous avez, à l'arrivée ici, vous avez un état qui est intriqué. Vous avez phi plus Z, plus A moins, phi moins, moins Z. Et phi plus de R et phi moins de R sont différents parce que vous avez décalé vos deux paquets d'ondes. Donc ça, c'est une machine à intriquer, c'est une évolution parfaitement réversible. Et puis, je mets un faisceau laser qui va faire que ce faisceau laser, en interagissant avec nos atomes, va les faire émettre de la lumière que moi, observateur, je vais pouvoir voir. Et selon que je vois le flash lumineux en haut ou en bas, eh bien, j'aurai projeté mon système. Là, on est dans le cas de dégénéré, bien sûr, puisque c'est l'espace propre associé à plus ou moins Cl2 de R3, puisque vous avez mesuré que le degré de liberté de spin. Bien donc, je projette mon système dans l'un ou l'autre état. Ça veut dire que je vais garder seulement l'un ou l'autre de mes deux états. Donc, il faut bien comprendre que vous avez, dans la première partie, l'intrication. Vous avez une évolution réversible sous l'effet de l'équation de Schrödinger. En fait, on a un degré de liberté qui est nouveau, le spin, et pour le mesurer, on va commencer par l'intriquer avec un degré de liberté qu'on sait mesurer la position. Donc on va corréler spin et position. Et puis ensuite, on mesure, et en voyant le flash, s'il est en haut ou en bas, eh bien, on va pouvoir en déduire quelle est la valeur du spin, donc après la mesure. Et donc après la mesure, suite à cette évolution irréversible, vous avez l'un ou l'autre des états. Donc avant, vous avez une superposition linéaire cohérente, c'est ce que vous avez ici, c'est une superposition linéaire de ces deux états, alors que là, c'est un mélange statistique. Soit vous aurez ça avec une probabilité A+ au carré, soit vous aurez ça avec une probabilité A- au carré.
Bien, donc passons à la troisième partie, l'évolution temporelle. Donc cette évolution réversible, justement, sous l'effet de l'équation de Schrödinger. Vous vous rappelez qu'en l'absence de mesure, l'état psi de t du système évolue sous l'action de cette équation de Schrödinger, et h bar d psi sur dt égale h psi, h de t psi, dans le cas général, si l'hamiltonien dépend du temps. Donc h de t, c'est l'opérateur hamiltonien, c'est tout simplement l'observable associé à l'énergie. Vous verrez que c'est très général en physique qu'il y a un lien entre temps et énergie, pas seulement en physique quantique. Pour un système isolé, l'hamiltonien sera indépendant du temps. Donc un exemple de système isolé, c'est par l'atome d'hydrogène. On a interaction entre l'électron et le proton. Eh bien, le potentiel d'interaction entre l'électron et le proton ne dépend pas du temps. Donc l'hamiltonien sera indépendant du temps. Et donc, on aura des méthodes de résolution spécifiques dans ce cas-là. Par contre, si le système n'est pas isolé, si l'hamiltonien dépend du temps, il faudra utiliser d'autres méthodes de résolution. On a vu un exemple l'an dernier avec la résonance magnétique nucléaire, où on avait un champ magnétique tournant. Ce potentiel d'interaction qui dépendait du temps venait du fait que, dans l'expérience, on appliquait un champ magnétique oscillant, et donc on avait un système qui n'était pas isolé. Alors, dans le cas où le système est isolé, si l'hamiltonien est indépendant du temps, donc je reviens sur cette question à laquelle la plupart d'entre vous a bien répondu. En réalité, ce n'est pas que tout état obéit à cette équation, c'est juste qu'il est fructueux, il est intéressant, il est utile de chercher les états propres de l'hamiltonien H. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que si je calcule l'ensemble des états psi n tels que H psi n égale En psi n, eh bien, grâce au théorème spectral, je sais que j'ai une base de mon espace des états. Donc je peux développer l'état psi de t sur cette base. Alors là, je fais l'hypothèse que ma base est hilbertienne. Ce n'est pas toujours vrai. Il existe beaucoup de systèmes où, en réalité, il y aura une partie continue. Mais bon, je vais me concentrer sur la partie hilbertienne de la base. Donc mon état psi de t, je le décompose sur cette base hilbertienne avec un coefficient Cn de t. Et puis je connais la valeur initiale de Cn de t. Cn de t0, c'est le produit scalaire hermitien, évidemment, psi n, psi de t0. Et puis, si je remplace dans l'équation de Schrödinger l'expression qu'on a ici, eh bien, si je calcule IH bar, la dérivée de psi par rapport au temps, la seule chose qui dépend du temps, c'est le coefficient Cn de t. La base, évidemment, ne dépend pas du temps. Et donc, je remplace ici Cn de t par Cn point de t, la dérivée de Cn par rapport au temps. Donc là, j'ai un système d'équations linéaires. Rien de surprenant, l'équation de Schrödinger, c'est une équation linéaire. Donc là, j'ai un système d'équations linéaires, mais comme je n'ai pas choisi n'importe quelle base, j'ai choisi une base qui est la base propre de H. H psi n, en fait, c'est évidemment En psi n. Et vous voyez que là, en fait, on a diagonalisé ce système linéaire. C'est la décomposition en mode propre que vous avez aussi en mécanique classique. Et ça nous permet d'avoir, au lieu d'avoir un système linéaire d'équations couplées, on a un ensemble d'équations différentielles linéaires indépendantes les unes des autres. Équation très simple, équation différentielle linéaire du premier ordre dont vous connaissez la solution. Elle est unique. Et connaissant Cn de t0, on peut calculer Cn de t avec cette exponentielle que vous connaissez bien. Donc finalement, ça veut dire qu'on peut écrire l'état psi de t. Donc c'est pour ça que c'est fructueux. C'est qu'une fois qu'on a trouvé les vecteurs propres, eh bien, on n'a plus besoin de résoudre l'équation de Schrödinger. Donc là, je l'ai refait à nouveau, mais a priori, vous n'avez jamais besoin de refaire ce calcul, c'est du cours. Si on connaît les vecteurs propres, eh bien, on peut directement écrire la solution du problème. Philippe Granger vous avait promis que ça tombait tous les ans en contrôle, je crois qu'il a tenu parole. Donc on pourra directement écrire cette expression. Et c'est tout l'intérêt de chercher les vecteurs propres. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls états physiques. Tous ceux qui sont là sont tout aussi intéressants. Bien, donc, petit quiz. Ce sera le seul autre quiz dans ce premier amphi. Il y en aura plus la semaine prochaine. Donc, dans un puits infini, vous vous rappelez le puits infini, des niveaux d'énergie en N2, on mesure l'énergie et on va trouver E2. On suppose qu'on trouve E2 dans une expérience particulière. Et la question, c'est que devient la position moyenne ultérieurement.
Bien, je vous laisse encore une dizaine de secondes. Alors, n'oubliez pas vos boîtiers pour les prochains amphis. Je vois qu'il n'y a pas... Tout le monde n'a pas répondu. Bien. Donc, voilà vos réponses. C'est un peu partagé. La bonne réponse, c'est la première. Donc 52%, c'est bien. C'est bien, mais bon, alors, Alors, s'il vous plaît, donc, je voudrais revenir un tout petit peu dessus, parce que c'est quand même un point important. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors déjà, une règle générale, l'origine des énergies, c'est, enfin, presque toujours, on est absolument libre de choisir l'origine des énergies. Donc, alors, parfois, il y a des très bonnes raisons pour choisir l'origine des énergies d'une manière ou d'une autre, mais enfin, le plus souvent, on peut choisir l'origine des énergies de manière arbitraire. Et la réponse 3, là, elle dépend de l'origine des énergies. Donc ça, c'est louche quand même. C'est pas, une réponse physique ne peut pas dépendre de l'origine des énergies. Ce sera toujours des différences d'énergie qui vont apparaître dans un résultat physique, dans une mesure physique. Ce sont les fréquences de bord. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas la bonne réponse. Mais sinon, donc je voudrais juste refaire le calcul. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a mesuré l'énergie E2? Ça veut dire que l'état initial du système, psi de 0, je peux l'écrire comme psi 2. Je sais que juste après la mesure, mon système, il est dans l'état psi 2 d'énergie E2. Alors E2, je vais l'écrire h bar oméga 2. Et ça, d'après ce qu'on vient de voir, sachant que mon état initial, c'est psi 2, je peux directement calculer l'état, c'est même pas calculer, je peux écrire l'état psi de t ultérieurement. L'état psi de t, c'est simplement, c'est mon état psi 2 multiplié par exponentielle moins i E2 t sur h bar, et E2 sur h bar, c'est oméga 2. Donc vous avez simplement cette évolution, un facteur de phase global. Et en physique quantique, la phase globale de votre vecteur d'état, elle n'a jamais de conséquences mesurables. Pourquoi, si je calcule la valeur moyenne, alors là, la question portait sur la position, mais si je calcule, je prends n'importe quelle grandeur, une grandeur à chapeau, une grandeur physique A associée à une observable à chapeau. Et si je calcule la valeur moyenne de A dans l'état psi de t, je vais multiplier à gauche par un bras psi de t, et puis à droite par le ket psi de t, vous voyez que si je prends ce ket ici, que je calcule le bras correspondant, on n'oublie pas de conjuguer évidemment le facteur exponentiel moins i oméga 2t, ça me donne exponentielle i oméga 2t. Donc là j'ai a chapeau, et puis à droite le ket exponentiel moins i oméga 2t, psi 2. Donc vous voyez que ce facteur de phase, il ne va pas intervenir parce que à chaque fois que j'aurai un facteur de phase ici, exponentielle i phi, j'aurai exponentielle moins i phi de l'autre côté. Et donc, quand je calcule la valeur moyenne, évidemment, ces deux termes vont se neutraliser. Et ça vous dit que, finalement, la valeur moyenne de A à l'instant t, c'est égal à... vous avez psi 2 à psi 2. Psi 2, c'est psi de 0. Donc, ça vous dit que non, pardon. Je voulais simplement écrire psi de 0, à chapeau, psi de 0. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc il y a deux choses importantes. La première, c'est que quand vous avez un état propre, ultérieurement, cet état propre, un état propre de l'hamiltonien, ultérieurement, cet état propre va évoluer comme un état stationnaire. On les appelle des états stationnaires. Ces états, ils sont stationnaires parce que la moyenne de n'importe quelle grandeur physique sera indépendante du temps. Alors que si j'avais une somme, évidemment, d'états propres pour différentes valeurs de l'énergie, vous auriez eu des termes croisés en exponentielle moins i em moins en t sur h bar, et là, vous auriez eu quelque chose qui peut dépendre du temps. Mais donc là, votre état, il ne peut pas dépendre du temps. Et puis aussi, rappelez-vous que un facteur de phase global, ici, ça n'a pas d'importance, c'est une affaire de convention uniquement.
Alors, une phase sur une partie de l'état du système, vous pourrez le mesurer dans un interféromètre. Si vous faites interférer une partie de l'état avec un état de référence, avec 2 chemins par exemple, eh bien, vous pourrez évidemment mesurer la phase d'un des bras de l'interféromètre par rapport à l'autre. Mais si vous changez l'ensemble de votre état en lui mettant un facteur de phase devant, il va toujours disparaître. Aucune mesure physique ne vous permettra d'avoir accès à ce facteur de phase. Alors, petite illustration donc, de ça. Donc là, vous avez une diapo blanche, hein, c'est parce que je ne voulais pas vendre la mèche en vous mettant ça, parce qu'évidemment, si on vous met la superposition linéaire, ça sous-entend qu'un état propre, ça ne marchera pas. Donc, j'ai mes niveaux d'énergie dans mon puits infini. Alors là, ils sont représentés... Alors, pardon. Donc jusque-là, on vous présentait les états propres, hein, on peut prendre des fonctions réelles. On peut toujours écrire les états propres sous forme de fonctions réelles. Donc vous reconnaissez les deux premières fonctions propres du puits infini. Mais quand ces états vont évoluer, ils ne vont pas rester réels à cause du facteur en exponentielle moins i ENT sur h bar. Donc je vais utiliser un mode de représentation qui est plus adapté pour des nombres complexes. Donc ce que je fais ici, c'est que je représente l'amplitude et la phase de votre état. Donc pour l'amplitude, je vais juste colorier, l'amplitude, donc dans ce cas ici, tout simplement une arche de sinusoïde ici. Là, je vais redresser ma sinusoïde, donc j'ai une arche ici et puis une arche là. Et puis évidemment, pour ne pas perdre d'informations, je vais colorier cette surface avec une couleur qui dépend de la phase. Donc là, les fonctions propres, hein, comme en utilisant le code couleur que vous avez ici, hein, dans le plan complexe, pour coder la phase. Donc, une phase nulle, c'est-à-dire un nombre réel positif, ce que vous avez ici et là, c'est colorié en turquoise, alors qu'un nombre réel négatif, c'est-à-dire une phase égale à pi, je vais le colorier en rouge. Bien. Donc ça, ce sont mes états propres, hein, qui sont maintenant représentés sous cette forme. Quand on fait une mesure de l'énergie, et si on trouve E2, bien on projette le système dans l'état psi2, donc l'état de départ, c'est ça. Comme je viens de l'écrire, hein, l'état psi2 de t, c'est simplement multiplier cet état par exponentielle moins i oméga de t sur h bar. Et le terme en noir que vous avez ici, c'est en fait un point qui va tourner dans le plan complexe, c'est ce point-là. Et si je laisse le système évoluer, voilà ce qui va se passer. Hein, c'est juste ce point noir, ce facteur de phase global, qui va tourner. Alors, il tourne dans le sens indirect, dans le sens d'aiguille d'une montre, parce que j'ai un signe moins ici, et que j'ai choisi une origine des énergies qui était ici, donc oméga 2 est positif. Donc vous avez juste ce point qui tourne, et la seule chose qui se passe, hein, c'est que la couleur, la phase de votre fonction d'onde va changer, mais évidemment le module ne change pas. C'est un état stationnaire. La densité de probabilité de présence ne dépend pas du temps. Si j'avais fait la même chose avec l'état psi1 et que je l'avais laissé évoluer au cours du temps, c'est exactement pareil, hein, simplement ça tourne moins vite parce que l'énergie est 4 fois plus petite. Donc le point tourne 4 fois moins vite autour du... Le point tourne 4 fois moins vite autour du centre. Et évidemment, si je veux voir quelque chose qui bouge, je vais être obligé de superposer des états propres pour des valeurs différentes de l'énergie. Donc là, je vais superposer les états psi1 et psi2, donc avec des probabilités 1,5, donc ça vous donne le facteur 1 sur racine de 2 que vous avez ici. Et l'évolution, ce sera juste la superposition de ces deux évolutions-là. Donc à l'instant initial, vous avez psi1 plus psi2. Là où la phase est identique, vous avez interférence constructive. Et là où les phases sont déphasées de pi, vous avez interférence destructive. C'est pour ça que votre paquet d'ondes il est décalé vers la gauche ici. J'ai poussé ma particule vers la partie gauche du puits. Et puis si je le laisse évoluer au cours du temps, les deux points ne tournent pas à la même vitesse. Et donc parfois ils sont en phase, parfois ils sont en opposition de phase. Quand ils sont en phase, comme là, eh bien, vous avez interférence constructive à gauche. Quand ils sont en opposition de phase, vous avez interférence destructive à gauche et évidemment constructive à droite. Donc, retenez bien hein, cette façon de voir les choses. Pour avoir une évolution temporelle, il faut superposer des états d'énergie différentes. Et c'est comme ça que vous allez avoir quelque chose qui va effectivement dépendre du temps. Et là, quand vous calculez des grandeurs, des moyennes de grandeur physique, vous allez pouvoir trouver que ça dépend du temps. Il n'y aura pas juste un facteur de phase devant, hein, parce qu'il y aura un facteur de phase qui n'est pas le même pour psi1 et pour psi2. D'accord ? Bien, donc dernière partie, hein, ça se veut un petit peu une introduction à la petite classe de demain, sur la commutation des observables. Donc, je vous rappelle hein, qu'un des aspects qui avait frappé donc, notamment Heisenberg, hein, c'était que
l'algèbre donc associée à la physique quantique, c'est une algèbre non commutative. A priori, les grandeurs associées à ces grandeurs physiques ne commutent pas entre elles. AB sera différent de BA. Donc on introduit le commutateur AB, qui est égal à AB moins BA. Donc c'est un outil qui permet de voir dans quelle mesure deux grandeurs physiques ne commutent pas entre elles. C'est aussi, ce commutateur, c'est ça qui contient la partie quantique du problème. Puisque si on avait un problème de physique classique, le commutateur il est égal à 0. Donc si vous retournez voir par exemple votre petite classe sur l'oscillateur harmonique, vous verrez que tout ce qui est quantique à la fin, l'énergie de point zéro, tout ça, ça vient directement de la non-commutation de vos opérateurs. Et puis le commutateur, c'est aussi un outil qui est intéressant dans la mesure où si vous avez un produit d'opérateurs AB, et puis que vous préfériez avoir BA, parce que vous savez calculer l'action de BA sur votre état et vous ne savez pas calculer l'action de AB, eh bien, il suffit d'écrire que AB, c'est égal à BA, plus un terme correctif qui est le commutateur de A et B, donc c'est bien pratique dans les calculs. Bien, alors quelles vont être les conséquences de la commutation ou non entre deux observables? Donc, premier cas, si les deux observables commutent, donc si le commutateur est égal à 0, dans ce cas-là, tout sous-espace propre de A sera stable sous l'action de B. Ça veut dire qu'on pourra, à l'intérieur de chaque sous-espace propre de A, diagonaliser la restriction de B, et donc finalement, diagonaliser, trouver une base propre commune aux deux opérateurs A chapeau et B chapeau. Je pourrais toujours construire une base, alors c'est fait en détail dans ce paragraphe du poly, je pourrais toujours construire une base psi-MNP qui soit une base propre de A chapeau associée aux valeurs propres AM et une base propre de B chapeau associée aux valeurs propres Bn. Alors j'ai un indice P parce que les espaces propres communs de A et de B sont peut-être de dimension strictement supérieure à 1, donc j'ai besoin d'un indice supplémentaire pour vraiment décrire l'ensemble de mon espace de Hilbert. D'ailleurs, il y a un cas particulier intéressant, si les espaces propres communs sont de dimension 1, on dit dans ce cas-là que les observables forment un ensemble complet d'observables qui commutent, un écoque. Il y a un exercice dans le QCM de cette semaine là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mesure en fait l'ensemble des observables de l'écoque, j'aurais complètement caractérisé l'état de mon système puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur propre commun qui pourra convenir. Donc ça veut dire physiquement, ça veut dire aussi que quand vous avez un écoque, vous êtes capable avec ces observables de complètement définir l'état de votre système. Alors second cas, si A et B ne commutent pas, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus trouver une base propre commune. On va dire que les observables ne sont plus compatibles et il sera impossible de connaître précisément à la fois A et B. On peut même écrire une relation d'incertitude généralisée, qui généralise celle que vous connaissez, l'équation d'incertitude de Heisenberg. On peut montrer que le produit entre les écarts quadratiques moyens, donc delta A, delta B, est toujours supérieur ou égal à la moitié du module de la valeur moyenne du commutateur de A et B dans l'état psi. Et donc ça, vous allez voir ça en détail demain matin. Évidemment, une application directe, c'est si vous prenez la position et l'impulsion, vous savez que le commutateur vaut I h bar, mais si j'applique cette formule, vous retrouvez la formule que vous connaissez bien, delta x, delta px supérieur ou égal à h bar sur 2. Mais le mérite de cette formule, c'est qu'elle vous montre vraiment que dès que deux observables ne commutent pas, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir cette borne inférieure du produit des incertitudes sur les deux grandeurs physiques. Bien, et pour terminer, le théorème d'Ehrenfest, que vous avez déjà vu en petite classe l'an dernier. Donc, si on a une grandeur physique A et qu'on veut déterminer la valeur moyenne de A sans avoir... Alors évidemment, il y aura une première façon qui consisterait à résoudre l'équation de Schrödinger, et puis connaissant psi de t, on calcule directement psi de t, A, psi de t. En fait, il y a une façon directe de le faire sans avoir besoin de calculer explicitement psi de t, c'est d'établir une équation différentielle portant sur cette valeur moyenne. Alors, je vais prendre un cas un petit peu différent de ce que vous avez vu l'an dernier. C'est un cas où l'opérateur à chapeau dépend explicitement du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dépend explicitement du temps? A priori, quand vous calculez la valeur moyenne de A ici, cette valeur moyenne, elle va dépendre du temps parce que l'état du système dépend du temps. Sauf si c'est un état stationnaire, bien sûr. Mais a priori, elle va dépendre du temps à travers la dépendance en temps de l'état du système. Mais on peut imaginer que l'opérateur lui-même dépende du temps. Donc c'est une dépendance en temps supplémentaire
Donc c'est ça qu'on entend par dépendance explicite par rapport au temps, juste parce qu'on a un opérateur qui dépend du temps, comme par exemple moins mu scalaire B de t, eh bien c'est un opérateur, c'est un observable qui dépend du temps parce que le champ magnétique B de t dépend du temps. Donc si je dérive par rapport au temps la valeur moyenne de A, je dois dériver en fait un produit de 3 termes, hein, le bras psi de t, l'opérateur H chapeau de t, et puis le ket psi de t. Donc évidemment il y a 3 termes, la dérivée du ket par rapport au temps, la dérivée du bras, et puis la dépendance de H chapeau par rapport au temps. Alors par convention, on note ça par une dérivée partielle. Ça peut peut-être vous paraître un peu étrange au premier abord, mais c'est juste pour expliciter le fait qu'il y a d'autres raisons qui font que la grandeur physique A va dépendre du temps. Mais ça, en fait, c'est tout simplement la dérivée de cet opérateur par rapport au temps. Donc, évidemment, pour calculer d psi sur dt, on va utiliser l'équation de Schrödinger. Hein, I h bar d psi sur dt égale h psi. Ça nous dit que d psi sur dt est égal à 1 sur I h bar h psi. Et donc, quand on conjugue, on a évidemment un signe moins, parce qu'en conjuguant 1 sur I, ça fait moins 1 sur I. Donc, on a moins 1 sur I h bar psi de t h. Et donc, quand on regroupe tout ça, vous voyez que finalement, c'est assez simple. Le terme en A d psi sur dt me donne AH divisé par I h bar. Et le terme psi, d psi sur dt A me donne moins HA divisé par IH bar. Donc là, vous voyez évidemment apparaître la valeur moyenne du commutateur entre A et H dans l'état psi de t. Et puis, il y a un terme supplémentaire qui est la valeur moyenne dans l'état psi de la dérivée de A par rapport au temps. Donc, vous voyez qu'avec ça, on peut tout de suite écrire une équation différentielle de cette grandeur. Et ce sera assez intéressant. On va l'utiliser dès la semaine prochaine, puisque dès qu'on a des relations de commutation entre A et H en particulier, ça nous permettra d'en déduire que des grandeurs physiques se conservent. Et donc ça, évidemment, ce sera très important. Donc si A ne dépend pas explicitement du temps et si le commutateur est nul, eh bien, la grandeur A est une constante du mouvement. Vous savez qu'en mécanique classique, hein, le premier réflexe qu'on doit avoir quand on a un problème, c'est d'essayer d'identifier les constantes du mouvement. Eh bien, en physique quantique, notre premier réflexe, ça va être d'identifier des grandeurs qui commutent avec l'hamiltonien, et c'est ce qu'on va faire dès la semaine prochaine. Bien, je vous remercie.